On lui a donné la chambre de l'écurie, pas le hall des domestiques, ni le grenier étroit où les servantes dormaient à trois par lit, mais la chambre basse en pierre au bout du bloc des écuries. L'air y sentait la paille et le savon de sel, et le froid montait du sol comme de l'eau. Phoebe Larkspur posa sa seule malle sur le plancher et ne pleura pas. Elle avait passé 12 heures en calèche depuis la côte. Elle avait été engagée par lettre comme nouvelle distillatrice de Ravenstead Hall. On lui avait promis, noir sur blanc, une place parmi les domestiques. Et la gestion de la distillerie, qui était restée inutilisée. La lettre disait « Depuis 2 ans ». Elle avait lu cette lettre 11 fois sur la route. Elle l'avait pliée et dépliée jusqu'à ce que le pli devienne doux comme du tissu. Elle était arrivée au crépuscule. Un homme en manteau brun, rouille, l'attendait à la porte de la cuisine. Il la regardait comme on regarde une livraison arrivée à la mauvaise adresse. Puis il lui a dit que sa chambre était prête. C'était sa chambre. Un lit avec un matelas de bourre, fin comme un livre fermé. Une unique fenêtre au verre verdâtre et ancien qui donnait sur la cour à fumier. Un crochet au mur où l'on pouvait suspendre une lanterne. Et une cheminée si petite qu'elle n'aurait pas pu chauffer une bouilloire en moins d'1 heure. « Vous verrez, ça vous conviendra », avait dit l'intendant, Osric Marlinspike. Il lui avait donné son nom comme on donne une pièce à un mendiant, comme si cela lui coûtait quelque chose. Nous sommes au complet à l'étage. Les servantes n'accueilleraient pas une étrangère parmi elles. Phoebe n'avait rien dit. En 23 ans à être sous-estimée, elle avait appris que le silence est une sorte de registre. Il enregistre. Il attend. Elle déballa ses affaires à la lueur d'un bout de chandelle. Ses outils d'abord, car c'était la chose la plus vraie qu'elle possédait. Le pilon en laiton usé sur le bord, la rangée de petites bouteilles bouchées de liège, le couteau pliant aux manches en corne que sa grand-mère avait porté, les carrés de mousseline pour filtrer, les petits pois en fer. Elle les disposa sur le rebord de la fenêtre dans leur ordre. C'était l'ordre qu'elle suivait depuis l'âge de 9 ans. Elle était alors dans la distillerie de sa grand-mère, sur les collines de craie. Elle y apprenait la différence entre la plante qui guérit et celle qui ne fait que lui ressembler. Puis, elle s'allongea dans sa cape, car l'unique couverture était humide. Elle écouta les chevaux bouger dans leur stalle, de l'autre côté du mur, leurs grands mouvements doux, le piétinement occasionnel. Et elle pensa très calmement qu'on l'avait trompée. Elle ne pensait pas avoir été vaincue. C'était une chose différente. Le matin, elle se leva avant le jour et partit à la recherche de la distillerie. Elle la trouva après le potager. C'était un long bâtiment bas en pierre couleur de miel. Son toit d'ardoise était verdi sur le bord nord. La porte était coincée. Elle poussa avec son épaule, et la porte céda dans un grincement. L'odeur qui s'en dégagea était une odeur de négligence, de la poussière, de la vieille fumée et quelque chose de légèrement aigre. Et sous tout cela, très faible, un fantôme de lavande. Inutilisé depuis 2 ans, disait la lettre. On aurait dit 10. La longue table en chêne était grise de poussière. L'alambic en cuivre sur son support était devenu terne et tacheté de vert. Les étagères qui couraient le long de la pièce contenaient des bocaux, des dizaines de bocaux. Chacun était étiqueté d'une écriture pâlissante. La moitié d'entre eux ne contenaient que l'écosse de ce qu'ils avaient autrefois renfermé. Tout était séché en poudre, leur vertu s'était envolée. Un troglodyte était entré à un moment donné et était mort sur le rebord de la fenêtre. Un petit tas gris de plumes et d'os. Phoebe se tenait sur le seuil et ressentit quelque chose d'inattendu. Pas du désarroi, mais le contraire du désarroi. Elle ressentit la faim particulière d'une personne compétente face à une grande quantité de travail que personne d'autre n'a pu faire. Elle retira sa cape et l'accrocha au crochet près de la porte. À midi, l'aide cuisinière vint la chercher. On l'avait envoyée avec un quignon de pain. Elle devait demander si la nouvelle femme comptait manger. À ce moment-là, Phoebe avait déjà nettoyé et frotté la longue table. Elle avait trié les bocaux entre les vivants et les morts. Elle avait ouvert les 2 fenêtres à l'air froid et pur. Et elle avait allumé un feu dans la vraie cheminée. Une cheminée assez large pour y poser un alambic. Le troglodyte mort, elle l'avait enterré sous le romarin près de la porte. Sa grand-mère lui avait appris qu'on ne commence pas un bon travail sur une petite mort laissée à l'abandon. « Seigneur », dit l'aide cuisinière depuis le seuil. C'était une femme ronde, avec des taches de rousseur, d'environ 40 ans. Elle avait de la farine jusqu'au coude et un visage fait pour rire. « Vous avez fait tout ça depuis l'aube ?» « Il y avait beaucoup de poussière, » dit Phoebe. « Il y en avait pour 2 ans.
La femme entra, regardant autour d'elle avec un étonnement sincère. « Bess Tregarth, je m'occupe de la sous-cuisson et de bien d'autres choses. On a entendu dire que la nouvelle distillatrice était arrivée, mais personne ne l'avait vue, à part M. Marlinspike. Et il a dit que vous étiez une petite chose, qui ne valait pas le prix de la calèche. Vraiment? Il dit beaucoup de choses. » Bess posa le pain sur la table propre et observa Phoebe, la tête penchée. « Ils vous ont mise dans la chambre de l'écurie. Ce n'était pas une question. » Phoebe croisa son regard. « Oui, ce n'est pas juste. » Bess le dit simplement, comme on annonce la météo. « Il y a 3 chambres vides dans l'aile des femmes. Je le sais. C'est moi qui y fais la poussière le jeudi. » Elle fit une pause. « Il aura une raison. Il a toujours une raison. Ce n'est jamais la vraie. » Phoebe archiva cela dans le registre du silence. « Merci pour le pain, dit-elle. » Elle ne savait pas encore que le maître de maison était revenu la veille au soir. Elle ne savait pas que le duc de Ravenstead était rentré de 3 mois passés dans le nord. Il était rentré dans une maisonnée où une pourriture silencieuse s'était installée au centre. Et qu'il était parti à cheval à la première lueur, comme à son habitude, pour faire le long tour de ses terres. Et que son chemin du retour le ferait passer devant le bloc des écuries, à l'heure où la lumière devenait basse et dorée sur la cour à fumier. Et tombait juste à ce moment-là par la porte ouverte de la distillerie. Ce que Phoebe ignorait était sur le point de la trouver. Le duc de Ravenstead était un homme d'une grande exactitude. Son nom était Casimir Thornbury. Il portait le titre depuis 9 ans, depuis l'âge de 21 ans. Et durant ces 9 années, il avait appris à faire très peu confiance et à tout vérifier. Il était grand. Le froid de 3 mois passés à cheval dans les marches du Nord l'avait affiné, le rendant sec et dur. Ses cheveux étaient d'un noir de jais et décoiffés par le vent. Ses yeux étaient d'un ambre fauve pâle, de la couleur d'un thé léger tenu à la lumière. Et presque rien ne leur échappait. C'était une qualité qui rendait ses serviteurs prudents. Et son intendant, dernièrement, un homme très occupé. Il revint par la cour des écuries au crépuscule, car c'était le chemin le plus court. Son grand manteau était lourd de l'humidité de la journée. Il avait l'intention de confier son hongre au palefrenier, puis de rentrer directement pour le souper froid et la correspondance encore plus froide qui l'attendait. Il n'avait pas l'intention de s'arrêter, mais la porte de la distillerie était ouverte, et il y avait de la lumière à l'intérieur. Or, la distillerie était sombre depuis 2 ans. Il tira sur les rênes. Par l'embrasure de la porte, il vit une femme qu'il ne connaissait pas. Elle portait une robe bleue ardoise aux manches retroussées. Elle descendait un bocal d'une étagère élevée. La lumière de la lampe était derrière elle. Elle se déplaçait dans cette pièce en ruine, comme si elle lui appartenait plus qu'à quiconque, avec l'économie de geste posée de quelqu'un absorbé par un travail qu'il maîtrise. Et sur la longue table derrière elle, il pouvait voir, même depuis la cour, que l'ordre avait été imposé au chaos. Des rangées, des catégories, un système. Il mit pied à terre. Il n'appela pas le palefrenier. Phoebe entendit la botte sur le seuil et se retourna, le bocal toujours entre les mains. Elle vit un homme grand, dans un grand manteau taché par le voyage. Il se tenait sur le seuil, la dernière lumière du jour derrière lui. Pendant un instant, elle ne put lire son visage, seulement sa taille et son immobilité. Elle pensa, dans la demi-seconde avant de comprendre, que c'était Marlinspike venu trouver une nouvelle faute. Puis elle vit la coupe du manteau et sa façon de se tenir. Elle comprit que ce n'était pas l'intendant, mais quelqu'un à qui l'intendant rendait des comptes. « Qui êtes-vous » dit-il. Sa voix était basse et égale, et ne trahissait rien. Phoebe Larkspur. Elle posa le bocal avec précaution, car il contenait de la digitale séchée. Et on ne manipule pas cela avec une main surprise. « Je suis la distillatrice, engagée par lettre, il y a 6 semaines. » Elle fit une pause. « Et vous êtes le duc ?»« Je le suis. » Quelque chose bougea derrière les yeux ambrés. Je n'ai engagé aucune distillatrice. L'espace d'une respiration, le sol parut se dérober sous ses pieds. 6 semaines de correspondance. Une lettre signée et scellée. La location de la calèche. La longue route, la malle, la chambre froide. Je n'ai engagé aucune distillatrice. Elle sentit toute l'architecture de son arrivée basculer. Et elle fit ce qu'elle s'était entraînée à faire. Rester très immobile au milieu de la chute et chercher le fait porteur. « J'ai la lettre, dit-elle. Montrez-la-moi. » Elle ne tressaillit pas à l'ordre dans sa voix. Elle alla vers sa cape sur le crochet. De la poche intérieure, elle tira le papier plié, ramolli aux pliures. Elle le lui apporta et le mit dans sa main.
Il entra complètement dans la pièce pour la lire, à la lumière de la lampe. Maintenant, elle pouvait voir son visage. Ce n'était pas un visage cruel, bien qu'il fût sur la défensive. C'était le visage d'un homme qui se prépare à quelque chose. Il l'a lu une fois. Il l'a relu. Elle vit sa mâchoire se contracter. « Ceci est mon sceau, dit-il. Ceci est mon papier. » Il leva les yeux. « Ceci n'est pas mon écriture. » Le feu crépitait dans l'âtre. Quelque part, un cheval piétina. « Elle est signée de votre nom, » dit Phoebe doucement. « Elle est falsifiée à mon nom. » Il plia la lettre une fois avec une grande précision, comme s'il la pliait soigneusement était une façon de maîtriser soigneusement sa colère. « Mademoiselle Larkspur, où vous ont-ils logé ?» Elle ne répondit pas tout de suite. La réponse honnête ressemblait soudain à une plainte, et elle ne se plaignait jamais. Mais il la regardait, et son immobilité avait une qualité qu'elle reconnaissait, l'immobilité d'un homme qui a commencé à compter. Alors elle lui dit la vérité en 4 mots. « La chambre de l'écurie, dit-elle. » Quelque chose se passa alors sur son visage. Il ne rougit pas, ne se crispa pas. Au contraire, il devint plus calme. Comme le ciel devient très calme avant que l'orage n'éclate. Ses yeux passèrent au-delà d'elle, parcourant la pièce qu'elle avait ressuscitée en un seul jour. La table frottée, les bocaux triés, l'âtre balayé, l'air froid et pur. Puis son regard revint sur elle, dans sa robe simple, le travail encore sur les mains. « Vous avez fait tout ça, » dit-il. « Aujourd'hui. » Il y avait beaucoup de poussière, dit-elle, pour la 2e fois de la journée. Et pour la première fois depuis longtemps, quelque chose traversa sa bouche. Chez un homme plus chaleureux, cela aurait pu devenir le début d'un sourire. « Venez avec moi, » dit le duc. Il ne l'emmena pas à la chambre de l'écurie. Il la fit traverser la cour, passer par le couloir des cuisines et monter dans la maison principale. Dans des pièces qu'elle n'avait pas vues, au parquet de chêne et chaleureuse. Et il envoya un laquais chercher Marlinspike en courant, avec un mot qui fit blêmir le visage du garçon. Et il se tint au centre du long hall, la lettre falsifiée à la main, et attendit. Phoebe se tenait un peu à l'écart. Elle n'avait pas demandé à être amenée. Elle comprenait qu'on la gardait près de soi, non pour son confort, mais parce qu'elle était une preuve, et cela lui convenait. Elle avait passé sa vie à être traitée comme un meuble. Être traitée comme une preuve, c'était au moins être traité comme quelque chose qui a du poids. Marlinspike arriva presque en courant et ralentit en la voyant là. Et ce ralentissement dit tout à Phoebe. Un homme innocent ne change pas d'allure à la vue de la personne qui l'a lésé. « Votre grâce, » dit l'intendant, « vous êtes de retour. J'aurais fait aérer les bonnes chambres si j'avais su l'heure. » Osric, la voix du duc était agréable. La voix. C'était le pire, pensa Phoebe. Ce ton agréable. J'ai parlé avec mademoiselle Larkspur. Les yeux de l'intendant se posèrent sur elle, puis se détournèrent. La distillatrice. Une affaire sans importance. Votre grâce. Elle est arrivée à l'improviste. Je l'ai logée du mieux que la maison le permettait. À l'improviste? Le duc brandit la lettre. Elle est venue sur mon invitation. De ma main, sous mon sceau. Le visage de Marlinspike eut une expression compliquée. Alors je suis heureux, dit-il en se reprenant, de l'avoir accueillie. Elle aurait pu être renvoyée cette nuit-là. J'avoue que j'ai douté d'elle, votre grâce. Une femme seule avec une histoire de lettres. J'ai pensé qu'il était plus charitable de lui donner un abri que de croire une histoire que je ne pouvais pas vérifier. C'était, Phoebe devait l'admettre, bien joué. C'était l'œuvre d'un homme qui avait passé des années à faire passer de mauvaises actions pour de la prudence. Elle regarda le duc l'écouter. Elle ne pouvait dire, à son visage impassible, si cela suffirait. « Vous avez pensé qu'il était plus charitable, » répéta le duc, « de mettre une femme engagée par la maison dans le bloc des écuries. L'aile des femmes, votre grâce, avec tout mon respect, n'est pas un lieu pour une étrangère au caractère incertain. La sécurité des servantes, le bon ordre de la maison. Et les 3 chambres vides dans l'aile des femmes? » Phoebe vit la petite lueur de panique. L'intendant ne savait pas que le duc était au courant des 3 chambres vides. En vérité, Phoebe non plus ne le savait pas. Mais le duc de Ravenstead était un homme qui vérifiait tout. Il avait été absent pendant 3 mois. Et un homme ne rentre pas chez lui après 3 mois sans d'abord s'informer, très discrètement, de l'état de sa propre maison. « Je les garde aérés pour les invités, » dit Marlinspike. « Vous les gardez vides, » dit le duc, « pendant qu'un membre de ma maisonnée dort au-dessus de la cour à fumier. Nous reparlerons, vous et moi, de ce que vous gardez, où et pourquoi. »
Et pourquoi la distillerie est restée inutilisée pendant 2 ans? Alors que les comptes montrent 3 commandes de charbon pour la distillerie pendant cette période. Payées, livrées et disparues. Il laissa cela en suspens. Le visage de l'intendant avait commencé, très légèrement, à se décomposer. Mais pas ce soir. Ce soir, Mademoiselle Larkspur aura une chambre convenable. Vous vous en occuperez vous-même, et vous porterez sa malle. Le silence qui suivit était le silence particulier d'un homme qu'on oblige à faire une chose petite et humiliante devant quelqu'un qu'il avait méprisé. « Oui, votre grâce », dit Osric Marlinspike. Cela aurait dû être la fin. Dans une histoire moins importante, ça l'aurait été. Mais Phoebe Larkspur n'avait pas traversé la moitié de l'Angleterre pour gagner un lit plus chaud. Elle était venue pour tenir une distillerie, et elle comptait bien la tenir. Et le lendemain matin, elle se leva avant le jour comme elle le faisait toujours, et alla à son travail. Et le travail, comme le travail le fait toujours, commença à dire la vérité. Les semaines qui suivirent passèrent au rythme particulier d'une maison qu'on remet lentement en ordre. Phoebe restaura la distillerie bocal par bocal, lot par lot. Elle distilla de l'eau de lavande et de rose. Elle prépara les liqueurs et les simples, les électuaires contre la toux pour l'hiver à venir, et les baumes pour les mains gercées des palefreniers. Et la maison, qui avait boité avec des remèdes achetés et les factures gonflées des apothicaires, commença à se soigner avec son propre jardin. Bess Tregarth devint son allié et sa source d'information, apportant à la fois des ragots et un petit pain de contrebande occasionnel. Et grâce à Bess, Phoebe comprit la nature de la situation dans laquelle elle était tombée. La distillerie n'était pas restée inutilisée par accident. Elle était restée inutilisée parce qu'une distillerie en activité tenait ses propres comptes, commandait ses propres provisions et ne pouvait pas disparaître dans l'écart entre ce qui était acheté pour la maison et ce qui y arrivait. Marlinspike l'avait laissé mourir parce qu'une distillerie morte ne pose pas de questions. Et le charbon, les bougies, les remèdes achetés, et une longue et silencieuse hémorragie de petites sommes sur 2 ans s'étaient écoulées par cet écart dans la propre poche de l'intendant. Proprement, régulièrement et très difficilement approuvé. Phoebe n'alla pas voir le duc avec cela. Elle n'avait aucune preuve, seulement les ragots de Bess et le sentiment que quelque chose n'allait pas. Et elle avait appris qu'une accusation sans preuve est un cadeau pour l'accusé. Au lieu de cela, elle fit ce qu'elle faisait de mieux. Elle tenait des registres. Elle nota tout ce qui entrait dans la distillerie et tout ce qui en sortait d'une écriture propre et claire dans un registre qu'elle acheta avec son premier salaire. Et elle garda les reçus. Et elle fit de la distillerie le seul coin de Ravenstead Hall où chaque centime pouvait être justifié. Elle ne tendit pas de piège. Elle créa simplement une île d'honnêteté et fit confiance que la marée malhonnête autour d'elle montrerait avec le temps sa propre ligne de flottaison. Et pendant ces semaines, elle vit le duc. Il venait à la distillerie. D'abord sous des prétextes, une question sur un remède pour le tendon foulé du hongre, une demande de quelque chose pour l'aider à dormir. Car il ne dormait pas. Elle l'avait vu à ses yeux cernés. Puis, sans aucun prétexte, il venait en fin d'après-midi, quand la lumière devenait dorée, et il se tenait debout ou assis au bout de la longue table pendant qu'elle travaillait. Et il parlait. Ou ne parlait pas. Et elle trouva que le silence était aussi facile que la conversation. Il n'était pas, apprit-elle, un homme froid. Il était sur la défensive. Ce qui est une chose différente. De la même manière qu'un feu qui couve est différent d'un feu éteint. Il avait hérité du titre trop jeune, entouré de gens qui voulaient des choses de lui. Il avait appris à tout vérifier parce qu'il avait été trompé tôt et cruellement par des gens en qui il avait eu confiance. Il lui raconta cela par bribes au fil de nombreux après-midi, comme un homme raconte une chose qu'il n'a jamais dite à voix haute, en regardant ses mains se déplacer parmi les bouteilles parce que c'était plus facile que de regarder son visage. « Vous triez le vrai du faux pour gagner votre vie, dit-il une fois. La plante qui guérit de celle qui ne fait que lui ressembler. C'est exact. Je n'ai jamais appris cette astuce. Avec les gens, c'est la même astuce, dit Phoebe. Vous regardez ce qu'une chose fait, pas ce qu'elle prétend être. La plante qui guérit et la plante qui empoisonne peuvent se ressembler sur l'étagère. Elles ne se comportent pas de la même manière dans le corps. Elle boucha une bouteille. Marlinspike a dit que c'était par charité qu'il m'avait mise dans la chambre de l'écurie. Regardez ce que cela a fait. Pas comment il l'a appelé. Le duc resta silencieux un moment. Et qu'est-ce que cela a fait? Cela m'a mise là où je pouvais être oublié. Elle croisa son regard.
La charité ne demande généralement pas que l'on vous oublie. Il la regarda longuement dans la lumière dorée, et Phoebe sentit ce regard comme on sent le soleil apparaître. Et aucun d'eux ne dit rien du tout. Et ce silence était la chose la plus brillante dans la pièce. Elle ne se permit pas de le désirer. Elle avait désiré des choses auparavant. Et étant une femme seule, sans famille ni fortune, elle avait appris ce que le désir coûtait. Il était un duc. Elle était une distillatrice, arrivée avec une lettre falsifiée et logée au-dessus de la cour à fumier. Quoi que ce soit qui se passait entre eux dans les après-midi dorés était une chose impossible. Et elle était trop lucide pour prétendre le contraire. Alors elle le mit là où elle mettait toutes les choses trop lourdes à porter, dans le registre du silence. Et elle garda ses mains occupées et sa voix égale, et elle ne laissa pas son visage la trahir. Mais elle remarqua qu'il avait cessé de venir avec des prétextes, et elle remarqua que le regard cerné avait quitté ses yeux, et qu'il dormait maintenant. Et une fois, quand elle dit sans réfléchir qu'il avait l'air mieux reposé, il avait répondu « Oui, je dors quand j'ai passé l'après-midi ici. » Et puis aucun d'eux n'avait su où regarder. L'affaire atteignit son paroxysme, comme de telles affaires le font dans les grandes maisons, lors d'une réception. Le duc organisait, chaque année au changement de saison, un dîner pour le comté. Les familles voisines, les hommes d'affaires, le magistrat et le pasteur. Une longue soirée formelle dont toute la maisonnée était informée des semaines à l'avance, parce que toute la maisonnée serait mise sens dessus-dessous pour la produire. Et Marlinspike, qui gérait la maisonnée, gérait le dîner. Et le dîner signifiait une grande commande de vin, de bougies, de viande et de vaisselle. Un grand flot de dépenses à travers lequel un intendant malin pouvait faire flotter beaucoup de choses qui n'y appartenaient pas. Phoebe le savait, parce que Bess le lui avait dit, et parce qu'elle tenait son registre silencieux depuis 2 mois, et parce que Marlinspike était venu à la distillerie 3 jours avant le dîner. Il lui avait demandé, avec la fausse aisance d'un homme qui prépare le terrain, de lui écrire une commande de provisions de distillerie pour le dîner. Des eaux douces, des liqueurs et autres. Une commande considérablement plus grande que ce que n'importe quel dîner pourrait nécessiter. Pour les chambres des invités, dit-il, de l'eau de rose, de l'eau de lavande, les liqueurs. Une grande maison fournit de telles choses. C'est 4 fois ce que les invités pourraient utiliser, dit Phoebe. Une grande maison fournit généreusement. Elle comprit alors ce qu'on lui demandait d'être. On lui demandait de mettre son nom propre et responsable, sur une commande gonflée, pour que le surplus puisse disparaître dans le même écart qui avait avalé 2 ans de charbon. On faisait d'elle la couverture. La lettre falsifiée, encore une fois. Seulement cette fois, il voulait qu'elle la falsifie elle-même. « Je vous écrirai une commande honnête, dit Phoebe, pour ce que la distillerie fournira. Je ne vous écrirai pas celle-là. » Le visage agréable de Marlinspike ne changea pas, mais ses yeux si. Et elle y vit la chose froide qu'il avait mise dans la chambre de l'écurie. « Vous êtes une distillatrice, dit-il doucement. Logée et nourrie au bon plaisir de cette maison. Qui est venu ici avec une lettre dont même vous ne pouvez prouver la véracité? Vous feriez bien d'être accommodante. J'ai la lettre, dit Phoebe. Le duc l'a vue. Il sait de qui n'est pas l'écriture. Elle garda sa voix parfaitement égale. Je vous écrirai une commande honnête, monsieur Marlinspike, ou je ne vous écrirai rien. Et vous pourrez expliquer au duc pourquoi la distillatrice n'a pas voulu. Elle le regarda peser le pour et le contre. Et elle le regarda décider qu'elle n'était pas, après tout, un meuble. Et elle regarda cette décision lui coûter. Et il se tourna et partit sans un autre mot. Et Phoebe s'assit assez brusquement quand il fut parti, parce que ses genoux avaient commencé à trembler. Mais sa voix, Dieu merci, n'avait pas tremblé. Elle savait que ce n'était pas fini. Un homme acculé ne bat pas en retraite. Il se repositionne. Et Marlinspike se repositionna de la manière dont de tels hommes le font toujours, en allant à la source de son danger et en essayant d'en faire la source du sien. Le soir du dîner, avec le comté assemblé et la longue table flamboyante de bougies et le duc à sa tête, Marlinspike passa à l'action. Il avait passé 3 jours, Phoebe l'apprit plus tard, à le préparer. Il avait fait savoir, de la manière prudente qui permet de faire savoir une chose sans la dire, que la nouvelle distillatrice était venue avec une fausse lettre, que son caractère était incertain. Qu'est de petites choses avaient commencé à disparaître de la maison depuis son arrivée, et que lui, le loyal intendant, l'avait logé prudemment dans le bloc des écuries
précisément parce qu'il avait eu des doutes dès le début. Il avait construit, à partir de rien, une petite structure de suspicion bien nette. Et le soir du dîner, devant le comté assemblé, il avait l'intention de la faire s'effondrer sur sa tête et d'enterrer ses propres vols en dessous. Il choisit le moment entre la viande et le dessert, quand la table était détendue par le vin et que la conversation était devenue générale. Il s'approcha du duc et se pencha à son oreille, mais parla juste assez fort pour être entendu. « Votre grâce, je suis navré de troubler la soirée, mais l'affaire de l'argenterie manquante ne peut attendre. Les 2 salviers en argent de la Chambre bleue, j'ai fait enquête. Ils ont été comptabilisés pour la dernière fois avant l'arrivée de la distillatrice, et elle a eu accès à tout le rez-de-chaussée. Et j'ai trouvé, votre grâce, je suis désolé de le dire, j'ai trouvé un de ces linges de distillerie enroulé autour d'une pièce du service manquant dans la chambre de l'écurie où elle loge. Je n'accuserai pas, mais la maison doit être protégée. C'était magnifiquement exécuté. C'était le travail de plusieurs années. Et Phoebe, qui supervisait les liqueurs à la table d'appoint, parce que la distillatrice supervisait de telles choses lors d'un grand dîner, l'entendit. Elle sentit les yeux du comté commencer à se tourner vers elle, et elle sentit le vieux froid se dérober sous ses pieds, comme la première nuit. Je n'ai engagé aucune distillatrice, le sol basculant, l'architecture s'effondrant, et elle fit ce qu'elle s'était entraînée à faire. Elle se tint très immobile, au milieu de la chute, et elle chercha le fait porteur. Le duc n'avait pas bougé. Il était assis à la tête de sa table, la lueur des bougies sur son visage impassible, et ses yeux fauves sur son intendant. Et il laissa le silence s'étirer, jusqu'à ce qu'il ait attiré tous les regards de la pièce. Puis, il parla et il n'éleva pas la voix. Et c'était en quelque sorte pire que s'il l'avait fait. « Vous avez trouvé un linge de distillerie, » dit le duc, « enroulé autour de l'argenterie manquante, dans la chambre de l'écurie. Oui, votre grâce. Ah, cela m'attriste. Dans la chambre de l'écurie où vous l'avez logé. » Le duc tourna lentement sa coupe sur la nappe. « Dites-moi, Osric, quand avez-vous eu l'occasion d'entrer dans la chambre de l'écurie pour la dernière fois ?» Une petite pause. « Ce soir, votre grâce, quand j'ai fait ma fouille. »« Seulement ce soir ?»« Seulement ce soir. » Le duc posa sa coupe. « Mademoiselle Larkspur, dit-il, sans se retourner, sa voix portant clairement jusqu'au bout de la table. « Voulez-vous venir ici ?» Phoebe s'approcha. Elle traversa la pièce illuminée sous le regard de tous, et elle ne se pressa pas, et elle ne baissa pas la tête, parce qu'elle n'avait rien fait. Et une personne qui n'a rien fait ne doit aucune excuse à la pièce pour y exister. Elle s'arrêta un peu loin de la chaise du duc. « Votre grâce. »« 2 questions, dit le duc. Répondez-y simplement. Premièrement, avez-vous pris de l'argenterie de cette maison? Non, votre grâce. Deuxièmement, qui, à part vous, est entré dans la chambre de l'écurie depuis la nuit où vous en avez été déménagé? Et voilà, le fait porteur. Phoebe n'avait pas vu jusqu'à cet instant que le duc avait construit le piège lui-même en une seule phrase. Quand avez-vous eu l'occasion d'entrer dans la chambre de l'écurie pour la dernière fois? Et que Marlinspike y était tombé devant tout le comté. Parce que toute l'histoire de l'intendant reposait sur le fait d'y avoir trouvé le linge. Seulement ce soir. Et le duc avait maintenant l'intention de demander à la seule personne qui pouvait dire qui d'autre y était allé. « Personne, votre grâce, » dit Phoebe. « Jusqu'à ce soir. » Elle fit une pause et fut précise, car la précision était toute sa défense. « Quand j'ai été déplacé dans l'aile des femmes, la chambre a été vidée de mes affaires et est restée vide. Je n'ai eu aucune raison d'y retourner. La seule personne que je sache y être entrée depuis est M. Marlinspike. Qui vous a dit qu'il l'avait fouillé ce soir? Et qui a lui-même sorti ma malle de cette chambre? Sur votre ordre, la nuit de mon arrivée. La pièce était très silencieuse maintenant. Donc l'argenterie, dit le duc, et le linge de distillerie enroulé autour, ont été trouvés par M. Marlinspike dans une chambre où seul M. Marlinspike est entré. Un soir que M. Marlinspike a choisi, après que M. Marlinspike a demandé à Mademoiselle Larkspur il y a 3 jours de mettre son nom sur une commande 4 fois plus grande que ce que le dîner nécessitait. Il leva les yeux vers la table. « Oui, Osric, elle m'en a parlé aussi, la nuit où vous le lui avez demandé. Elle ne le lui avait pas dit. » Phoebe comprit d'un coup qu'elle n'en avait pas eu besoin. Il avait regardé ce que les choses faisaient et non ce qu'elles prétendaient être. Comme elle le lui avait appris, comme il avait toujours su à moitié le faire, et n'avait eu qu'à faire confiance. Il avait vu la commande gonfler avant qu'elle ne soit écrite parce qu'il l'attendait.
Il avait laissé Marlinspike construire sa structure de suspicion planche par planche, précisément pour que tout le comté puisse la voir s'effondrer. Osric Marlinspike était devenu de la couleur du suif. Votre grâce, le linge, n'importe qui aurait pu. La femme est maligne, elle va déformer les faits, elle va... La distillerie, dit le duc, tient les seuls comptes honnêtes de cette maison. Je les ai lus. Chaque centime qui entre, 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 chaque centime qui entre. Et là où ils ne se croisent pas, c'est précisément là où 2 ans de charbon, de bougies et beaucoup d'argenterie sont sortis de ma maison et ne sont pas revenus. Il se leva. Il n'était pas un homme grand, mais il remplissait la pièce. Vous ne finirez pas cette soirée à mon service. Vous ne finirez pas cette semaine sous mon toit. Le magistrat est, je crois, au bout de la table, et nous parlerons, lui et moi, quand les invités seront partis, de ce qui est dû et de la manière dont ce sera rendu. Il se détourna de l'intendant, comme d'une chose déjà réglée, et il regarda plutôt Phoebe, devant tout le comté, dans l'éclat des bougies. « Cette maison vous doit des excuses, » dit le duc, « qui ont commencé la nuit où elle vous a donné une écurie pour chambre à coucher. J'ai l'intention de passer du temps à réparer cela. Ce n'était pas une déclaration. Ce n'était pas le genre de chose sur laquelle le comté pourrait tout à fait bavarder, bien qu'ils essaieraient. » Mais Phoebe entendit ce qu'il y avait en dessous, et elle sentit la chaleur lui monter à la gorge. Et pour une fois dans sa vie, elle ne mit pas le désir de côté dans le registre du silence. Elle le laissa là où il était, à découvert, dans la lumière dorée. Et elle inclina la tête, et elle dit, « Votre grâce est généreuse », d'une voix qui n'était pas tout à fait aussi égale qu'elle l'aurait voulu. Et elle le vit entendre le tremblement dans sa voix, et elle le vit en être heureux. Osric Marlinspike quitta Ravenstead Hall dans la semaine. L'Argenterie revint, en grande partie, de là où il l'avait mise en gage en ville. Les comptes furent remis en ordre au cours d'un long et froid mois de travail, et Phoebe fit une grande partie de ce travail parce qu'elle était la seule dans la maison qui pouvait maintenant lire un faux registre en ayant tenu un vrai. Et le duc le lui demanda aussi, et elle découvrit que cela ne la dérangeait pas qu'on le lui demande. Les après-midi dans la distillerie continuèrent. Ils changèrent avec la saison. La lumière dorée venait plus tôt maintenant, et la conversation était moins sur la défensive. Et il y eut un après-midi tard en automne, où la pluie battait aux fenêtres, et le feu était vif. Le duc était venu sans rien demander du tout, et ils étaient restés silencieux un long moment, un silence facile. Et Phoebe leva les yeux de son travail pour le trouver en train de la regarder sans aucune garde sur son visage. Le visage entièrement ouvert, et elle posa la bouteille qu'elle tenait, parce qu'on ne tient pas de la digitale séchée avec une main tremblante. « Vous êtes venu ici avec une lettre falsifiée, dit-il. »« Oui. » Chaque mot était un mensonge. Il se leva et contourna lentement la longue table. « Sauf que vous étiez la distillatrice de Ravenstead Hall. Cette partie, le faussaire l'a devinée par accident, et j'en suis reconnaissant depuis. » Il s'arrêta devant elle. « J'aimerais rendre le reste vrai, Phoebe. La partie concernant une place parmi les domestiques. Une vraie place. La plus vraie que j'ai. » Elle leva les yeux vers lui, et elle n'était pas, pour une fois, en train de calculer le coût. Parce qu'elle avait enfin compris que certaines choses ne sont pas dans le registre, que certaines choses sont la raison même de tenir un registre, pour que vos comptes soient propres et vos mains libres quand enfin la vraie chose arrive. Il l'embrassa alors à la lueur du feu avec la pluie sur les fenêtres. Et ce fut le duc qui combla la distance, et Phoebe qui, après un moment, posa sa main libre contre son manteau et ne le repoussa pas. Et la longue pièce en ruine qu'elle avait ramenée à la vie les contenait tous les deux dans son calme réparé. Ils se marièrent au printemps dans la petite chapelle du domaine. Bess Trégart pleurait franchement au 2e rang. Et toute la maisonnée, la vraie maisonnée, celle qui avait appris la valeur de la nouvelle maîtresse, remplissait la chapelle derrière elle. Ce ne fut pas un grand mariage. Le comté s'attendait à plus grandiose,
Mais le duc de Ravenstead en avait assez dans sa vie, des grandes surfaces sur des comptes pourris. Et il voulait une chose vraie, simplement faite. Et elle aussi. 1 an plus tard, presque jour pour jour après son arrivée, Phoebe sortit au crépuscule à travers la cour avec une lanterne. Comme elle le faisait encore, pour couvrir le feu de la distillerie avant le froid de la nuit. Le chemin la mena, comme il le faisait toujours, devant le bloc des écuries. Devant la chambre basse en pierre au bout, avec l'unique fenêtre verdâtre donnant sur la cour à fumier. Et elle s'arrêta là, comme elle le faisait parfois, et regarda à travers le verre sombre. La chambre était maintenant une sellerie. On y gardait les harnais de rechange, et elle était propre et sèche, et sentait le cuir et l'huile. Et sur le mur près de la porte, il y avait toujours le crochet en fer, où une lanterne pouvait être suspendue. Ou lors de sa première nuit dans cette maison, froide, trompée, à 23 ans et entièrement seule, elle avait accroché sa cape et s'était allongée, et avait décidé, très calmement, qu'on lui avait fait du tort, mais qu'elle n'était pas vaincue. Elle leva sa lanterne et l'accrocha à ce crochet un moment, sans raison qu'elle aurait pu nommer. Et la petite flamme se stabilisa et projeta sa lumière autour de la pièce nue et propre, et elle se tint sur le seuil de l'endroit où Ravenstead Hall avait essayé de l'oublier, et se permit de se souvenir. Puis elle décrocha la lanterne, car le feu de la distillerie devait être couvert et la nuit tombait. Et elle traversa la cour vers le long bâtiment bas en pierre couleur de miel, où la lavande séchait suspendue aux poutres et où l'alambic en cuivre brillait. Et le couteau à manche en corne de sa grand-mère était à sa place sur le rebord de la fenêtre, dans son ordre, où il avait toujours été. Derrière elle, dans l'embrasure éclairée de la maison, une grande silhouette sombre attendait qu'elle rentre, et elle alla vers lui à travers la cour dans la dernière lueur dorée, avec la lanterne se balançant facilement dans sa main stable.